Bonsoir à tous et bienvenue dans ce petit cours. Nous allons parler de dashboard. Donc c'est suite à la demande de Patrick Jaurès-Kouamé, un abonné qui voulait savoir s'il était possible donc de faire des dashboards comme on voit justement ici. Un dashboard assez complexe. Et donc on va voir si on peut faire ça sous WinDev. Donc, avant toute chose, si jamais vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, de laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, abonnez-vous. Comme ça, vous serez au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont arriver. Il y en a 11 dans les tuyaux en préparation, donc ça va y aller. Donc, allez hop, parlons des dashboards. C'est parti. Donc, le dashboard, en gros, on le voit ici, c'est quelque chose euh, d'assez complexe qui a été demandé. Donc il y a la partie où on voit la partie admin, où c'est tout le temps finalement le même objet, parce qu'un tableau de bord sous WinDev est constitué de fenêtres internes. Donc on va essayer de faire une fenêtre interne qui pourra prendre tous les états que l'on voit ici. Ensuite, ici, on voit un type de graphe, donc avec deux séries de type histogramme. On voit ici, il y a un graphe, mine de rien, assez complexe. C'est une sorte de double donut, hein, et puis, bon, avec des infos complémentaires. Ici, on voit donc une zone, enfin, c'est plutôt une table, ici, une zone répétée. Et donc, il faut réussir à faire tout ceci. Puis après, ici, voilà, ça n'a plus aucun rapport avec le dashboard. Bon, il y a une zone de recherche, les messages, les alertes et la personne connectée. Donc bon, on va voir nous sous WinDev comment ça se passe. Alors comme je vous disais, sous WinDev, j'ai reproduit la fenêtre ici. Et j'ai mis deux dashboards. J'ai mis deux dashboards, pourquoi? Parce que si on regarde donc ici pour moi il y a il y a un dashboard qui est vraiment qui pourrait être tout seul, c'est-à-dire qu'on fait bouger les choses ici. Et puis ici il y a un autre dashboard, un autre tableau de bord, hein. Évidemment j'ai mis un tableau de bord ici et un tableau de bord ici. Et on doit être capable de faire bouger les choses, de les placer comme l'on veut, les agrandir, les réduire. Donc voilà. Donc moi ce que j'ai créé c'est un tableau de bord ici et un tableau de bord ici. Alors les tableaux de bord, comment ça fonctionne? On va dans description déjà, et ensuite il faut aller dans détail. Et là vous donnez la taille en largeur et en hauteur de chaque cellule. Et vous donnez aussi en fait, une marge inter-widget, parce qu'un tableau de bord est composé de widgets. Donc ici, c'est la taille d'une cellule pouvant accueillir un widget. C'est-à-dire que votre widget, après, pour qu'il puisse être bien affiché, doit avoir, s'il veut prendre deux cellules, doit faire 250 de large et il prendra les deux cellules ici. Si vous voulez un widget qui soit parfaitement carré, il faudrait qu'il fasse 250 sur 200 et donc il va prendre par exemple deux cellules en largeur et deux cellules en hauteur, ça fera un carré quoi. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un tableau de bord ici avec des cellules de ce format-là et j'ai créé bien évidemment en dessous un autre tableau de bord. Donc ici c'est le tableau de bord TDB autre. Le premier ici, c'est TDB admin. Et donc le autre, vous voyez qu'il a aussi la même taille de cellule à l'intérieur. Alors, cette taille de cellule est importante. Ça veut dire que on met pas n'importe quoi. Ça se fait en fonction de déjà la taille des fenêtres que vous voulez afficher. Et ensuite, il faut bien remarquer une chose. Ici,
On a par exemple ce widget qui fait de cette largeur-ci, et il équivaut en gros à deux largeurs et demie. C'est-à-dire qu'en nombre de cellules, ce widget-ci prend 5 cellules, parce que celui-ci en prend 2. 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc voilà, il faudra toujours veiller lorsque vous allez créer vos fenêtres internes que la dimension des widgets que vous allez créer soit toujours bien respectée et puisse bien se mettre dans votre tableau de bord. Ça, c'est extrêmement important. Et donc ensuite, tous les 5 blocs en fait qu'on voit ici sont 5 fenêtres internes différentes. Donc on va créer, nous, 5 fenêtres internes différentes pour pouvoir recomposer cet ensemble. Alors on va commencer par la fenêtre interne permettant d'afficher tout ceci. Donc le premier tableau de bord. Donc le tableau de bord, le premier, c'est l'admin. Alors on va voir un petit code quand même avant. Donc vous voyez, quand on veut afficher la toute première fois le tableau de bord, il faut utiliser la fonction tableau de bord affiche en respécifiant le nom de tableau de bord et le widget que l'on veut mettre à jour dedans. Et avant même, ça doit être lancé la toute première fois. En fait, ici, dans l'init, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, vous avez, je pense, compris, il y a des valeurs que j'ai. Alors, j'ai tout mis en dur, bien évidemment, pour ces widgets-là. Alors, vous allez comprendre, ici, il y a 15, 2, 5,6 et 19,3 kilos dollars. C'est en fait ce que l'on retrouve ici. 15, 2, 5,6, 19,3. Donc en gros, j'ai créé les valeurs que je veux mettre dans mes widgets. Alors au point de départ, donc je dis je vide mon tableau de bord et pour tout widget, alors ça pour tout widget, c'est quoi un widget? Si je fais un petit F2, en fait, alors il faut aller ici. J'ai créé un fichier permettant d'avoir, si vous voulez, tous mes widgets. Alors à chaque fois, tout ce qui est rempli dans le tableau de bord, ça provient d'une base de données. Toujours très simple, mais ça provient d'une base de données. Donc je vais aller par exemple dans mon dashboard exe et je vais voir mon type widget et dedans, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai ce que vous avez vu tout à l'heure. J'ai les titres qui sont là, donc Student, Teacher, Parent, Earnings. C'est ce que l'on voit en fait ici. Student, Teachers, Parents et Earnings. Je vais l'augmenter un petit peu. Voilà, vous voyez, c'est les titres qu'il y a vraiment ici. Ensuite, dans mon fichier, j'ai les icônes que vous retrouvez en fait ici. Et j'ai quoi? Bah, je dis qu'ils sont actifs. Et j'ai la couleur de fond et la couleur de l'icône. La couleur de fond, la couleur de l'icône, c'est quoi? La couleur de fond, c'est la couleur de fond de mon image ici à bord arrondi. Et la couleur de l'icône, c'est la couleur de l'icône ici. Alors n'oubliez pas, j'ai fait une vidéo précédente où je vous montre comment dessiner dans un fichier SVG. Donc vous pouvez évidemment aller sur svgrepo.com, hein, toujours le même site où je vais, récupérer votre icône et ensuite vous le modifiez comme je vous montre dans la vidéo et vous pouvez le colorier comme bon vous semble. Et c'est pour ça que cette valeur-ci trouve tout son sens. Bon, moi, j'ai un petit peu triché, j'ai mis directement les icônes au format SVG directement dans la bonne couleur pour gagner du temps parce que le but c'était de montrer comment faire un dashboard et c'était pas de montrer comment on colore une icône SVG. Mais vous pouvez améliorer le système pour en utiliser une classique et ensuite aller la colorier comme il faut.
Donc voilà, cette base de données, elle est très simple. Il y a donc toutes les informations, sauf les valeurs en fait, mais il y a tout ce qu'il faut pour afficher les 4 blocs différents. Et après, les valeurs. Les valeurs, ben, en fait, je les ai mises dans une variable de type chaîne. Et cette syntaxe-ci, hein, que vous devez connaître, ça vous permet donc de taper plusieurs lignes. Et c'est une syntaxe qui vous permet aussi même, par exemple, de travailler sur du HTML. Ben, il y a la vidéo que j'ai faite juste avant, justement, j'utilise aussi cette syntaxe-là si jamais je veux mettre des, parce que normalement, une chaîne en point de départ, ça s'écrit sur une ligne. Vous mettez double cote et la valeur de la chaîne est double cote, mais là, ça vous permet de faire des choses sur plusieurs lignes. Voilà, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je parcours tout mon fichier, donc type widget. Ici, j'ai mon petit compteur. Et ici, je dis donc avec la fonction tdb ajoute widget, je dis ben, tu ajoutes le widget et tu vas chercher la fenêtre interne. Parce qu'un widget, enfin non, un tableau de bord est composé de widgets et un widget représente une fenêtre interne. Donc je prends toujours la même fenêtre interne, comme je vous ai dit tout à l'heure, et je lui envoie des paramètres en entrée. Alors les paramètres en entrée, c'est quoi? Ben, c'est ce que j'ai récupéré de mon fichier, c'est le titre, l'icône et la couleur de fond. Et ensuite, ici, je lui envoie la valeur. Et la valeur, je lui dis, ben, tu extrais, comme au début, c'est 1, 2, 3, 4. Tu prends la première ligne. Donc, tu prends la première ligne. Pourquoi? Parce que je fais un extrait chaîne et tout est séparé par des RC ici. Donc ici, comme c'est 1, au début, je prends la première ligne. Et après, je prends quoi? Je vais chercher le séparateur pipe et je prends la première valeur. Donc ça veut dire que je vais prendre la partie de gauche ici, donc le 15.00K. Ensuite, quand je serai à la deuxième ligne, ben, j'irai sur cette ligne-ci et j'irai extraire le 2.0K. Quand je serai sur la troisième ligne, je serai ici, j'irai extraire, voilà, à chaque fois la première partie qui est à gauche du pipe. Alors, voilà. Et puis, donc, il faut aller voir maintenant la fenêtre interne, comment elle se compose. Donc, c'est la FI Admin Widget. La FI Admin Widget est ici. Et elle est très simple. En fait, c'est quoi? C'est un champ image ici. Donc, IMG fond. Il y a un IMG, un lib titre, un lib valeur et un IMG icône. On regarde le code. Le code, donc mes paramètres que j'ai envoyés, je les récupère ici. Donc j'ai bien mon titre, mon icône, j'ai bien donc ma couleur et ma valeur que j'ai extrait grâce à ce qu'on a vu juste à l'instant. Et qu'est-ce que je fais? Ben, j'affecte simplement les informations au bon champ. Donc c'est une chaîne de caractères ici. Là, comme c'est la couleur, comme vous l'avez vu dans le fichier, elle est en format hexadécimal, ben, je dois utiliser la fonction HTML vers RVB pour renvoyer un entier, parce que la propriété couleur fond enfin, elle s'attend à un entier. Donc en faisant ça, on récupère la couleur sous forme d'un entier. Ensuite, ici, c'est une image et je lui envoie donc directement le buffer image qui va bien. Et la valeur ici, bah, c'est une chaîne que je renvoie donc dans la lib valeur. Tout simplement, il n'y a rien de plus compliqué. Et voilà comment c'est fait. Donc, je retourne, si on peut fermer, donc je retourne ici. Et ça, il faut le lancer une première fois lorsque vous ajoutez donc de toute façon, elle porte bien son nom, hein, c'est TDB configuration initiale. Donc, c'est-à-dire que en gros, quand vous dites que vous rajoutez un widget dans un tableau de bord, vous récupérez un indice et donc vous devez lancer cette fonction-là et alors, comment ça fonctionne? Ah oui, comment ça fonctionne? Ben, vous dites, alors en gros, hein, je vais vous montrer enfin, comment se passe cette fonction-là. Hop. Donc, vous devez dire
le champ tableau de bord, l'indice du widget que vous rajoutez, sa position X, Y et sa largeur et son hauteur. Donc c'est vraiment pour le placer dans le tableau de bord. Donc ici, ben, c'est ce que l'on fait, on dit l'indice. Donc ici, c'est l'extrait chaîne. Donc la deuxième partie, c'est le 1 ici. Ça, c'est le X. Et ensuite, le Y, c'est sa position. Et on n'est pas obligé de spécifier la largeur et la hauteur parce que en fonction de la taille de la fenêtre interne, il peut le déduire. Donc en gros ici, je dis où je les place en niveau X. En effet, comme les quatre se mettent à côté les uns des autres, euh, je vais vous remontrer comment ils sont, comme ils se mettent les uns à côté des autres et qu'ils prennent 2. Mais au début, je le place à la position 1. Ensuite, il prend 2, donc le deuxième sera en position 3. Ensuite, il prend la place de 2 en largeur. Donc ici, on sera à 5, 6 et l'autre 7. Donc c'est ce que vous avez ici, 1, 3, 5, 7. C'est pour les positionner sur l'axe, on va dire, des abscisses pour le tableau de bord. Donc voilà, on a fait ceci, tout va bien, et on a placé donc tous nos widgets de la première ligne. Donc tout ceci. Ensuite, rappelez-vous, on a d'autres widgets. Alors, si on veut vraiment regarder comment ça se passe ici, après, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais chercher d'autres widgets que j'ai développés et je les place toujours pareil. Vous voyez, ça, attention, c'est dans le deuxième tableau de bord, hein. Là, on était sur le tableau de bord admin. Après, ici, c'est les widgets qui sont sur le tableau de bord juste en dessous, TDB autre. Le TDB autre, c'est celui-ci, hein. Et donc, je vais placer, par exemple, le premier widget à la position 1, 1. Donc 1, 1. Ensuite, je sais la largeur, la hauteur qu'il fait, et donc j'ai placé vraiment arbitrairement les autres. Alors sachez aussi que ça, c'est la position que vous forcez donc au point de départ lorsque vous initiez votre tableau de bord la première fois. Sachez qu'après, vous avez la possibilité de modifier la position des widgets et de dire que vous voulez mémoriser tout simplement la position de chaque widget. Au moins, ça vous permet, lorsque vous relancez une prochaine fois votre appli, alors certes, ce code-ci est exécuté, mais l'enregistrement du tableau de bord prend la main là-dessus et replace correctement vos widgets comme vous les aviez placés la dernière fois. Voilà, tout simplement. C'est une option qui est, si je ne me trompe pas, c'est au niveau du tableau de bord autre. Vous voyez ici, je ne l'ai pas coché, mais on peut dire mémoriser la configuration des widgets. Et puis, donc, bah, oui, pourquoi pas, on fait ça. Et donc ça vous permet donc de récupérer, lorsque vous rouvrez votre fenêtre, de récupérer exactement votre configuration comme vous l'aviez laissé. Après, vous pouvez aussi le faire par programmation, c'est-à-dire que vous pouvez enregistrer la configuration de votre tableau de bord et l'enregistrer dans un fichier externe qui sera rechargé plus tard pour réafficher correctement votre tableau de bord. Il y a différentes manières de faire. Là, je vous laisse regarder un petit peu les fonctions pour ça. C'est franchement pas compliqué du tout, hein. Voilà. Le mode édition permanent, ça, c'est pour que la grille s'affiche. Mais bon, c'est pas très propre, donc ça, moi, je le décoche tout le temps. Ça, c'est vrai que on peut le mettre. Tiens, je vais même le mettre ici pour l'autre tableau de bord, parce que si on le fait pour l'un, il faut le faire pour l'autre. Voilà. Et donc, bon, on a vu la première, la première procédure qui permet de placer vraiment tous les widgets. Alors, on attaque la deuxième partie. Donc, on va regarder le Phi Student AER. C'est celle-ci. En fait, c'est quoi ce widget-ci? Ça sera quoi? C'est pour faire ceci. AER, c'est All Exam Result.
C'est pour ça que je l'appelais comme ça, parce que j'ai gardé les noms anglais d'après l'exemple de notre cher confrère développeur. Donc, vous l'avez reconnu, il y a un titre, on va dire un sous-titre, il y a une légende ici, et il y a le fameux graphe. Alors, faire un graphe comme ça sous WinDev, euh, c'est réalisable. Euh, Celui-ci, non. Et vous me connaissez, moi je fais tout par code, comme ça on est tranquille, on fait les choses comme il faut. Alors, ici vous avez reconnu le titre, le sous-titre, je l'ai mis en dur ici, hein. La légende ici, il y avait les trois petits points je pense. Ah non, bah moi je les ai mis parce que j'ai vu qu'il y en avait des fois, bah, je les ai mis partout. Et donc il faut faire le graphe. Le graphe, c'est un champ image. J'ai aussi un cours, une vidéo qui vous montre comment générer des graphes vous-même en utilisant les fonctions de dessin. Donc vous pensez bien, j'ai utilisé les fonctions de dessin. Donc comment j'ai fait? Moi-même, Draw All Exam Results. Donc je lance cette procédure-là. Et donc, je ne vous détaille pas tout, mais en gros, si jamais vous voulez savoir comment on crée un graphe de type image, bah, c'est toujours pareil, hein, en gros, hein. Bon, ici, c'est assez détaillé, je vous laisse lire, c'est assez simple à comprendre. Donc, en gros, qu'est-ce que je fais? Ben, je déclare une variable de type image. L'indice du mois, bah, ça c'est pour après sauter d'un mois à l'autre. Bon, c'est des variables qu'il m'a fallu. Et donc, qu'est-ce que je fais? Alors, il y a un truc important quand même, c'est que dans ma fenêtre, j'ai la taille de mon graphe, j'ai sa largeur, j'ai son hauteur. Et mon graphe ici, ça par contre, c'est quoi? Si je fais F2, mon graphe est un C Dashboard Graphs. Alors, c'est une classe ici. Et donc cette classe, si je regarde ses petits membres, hop, voilà, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai le titre de mon graphe, j'ai le sous-titre, j'ai donc l'icône, j'ai la largeur, la hauteur du graphe à générer, et j'ai les données du graphe. Et les données, c'est quoi? C'est un tableau de struct myData. Pourquoi? Parce qu'une donnée, c'est un type de... On se calme. C'est un titre de donnée. La donnée porte un nom parce qu'en fonction de la donnée, on peut avoir des données qui correspondent, imaginons, à des années, des données qui correspondent à enfin, ce que vous voulez afficher dans le graphe tout simplement. Donc ça, c'est le name. Ensuite, la donnée, ben, elle correspond à une date précise. Là, dans le graphe que l'on veut faire, ben, il y a une notion de date. Pourquoi? Parce que c'est pour une année précise et pour un mois précis. C'est pour ça que tout est mis ici, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Moi, je l'ai fait en français. C'est la seule différence. Ensuite, il y a la donnée, bon, elle a une valeur, hein. La valeur, c'est pour ben, justement savoir jusqu'où on monte ici au niveau de nos histos. Elle a une couleur. Ben, ici, la donnée correspondant au professeur, teacher, ben, c'est on va dire du violet. Et ici, on va dire que c'est une sorte de orange pour les étudiants, donc les élèves. Donc c'est ça qui prendra la couleur. Ensuite, sorte, ça je l'ai rajouté, c'est au cas où vous voudriez donner, c'est pour vous aider à faire les tris, tout simplement. Et là, c'est pour vous aider si jamais plus tard vous voulez rendre vos graphes interactifs. Vous pourriez dire, ben, la donnée, j'affiche les 3 premiers mois, donc il suffirait au niveau de votre objet de passer ce membre-là à faux, et donc au niveau du graphe, ah ben, vous pourriez dire, ben, tiens, je ne veux voir que les données des profs sur toute l'année, mais les élèves, je veux m'arrêter au bout de 6 mois, donc ça irait jusqu'à juin, et tout ça, ici, on ne verrait pas les oranges, par exemple. Voilà, c'est vraiment pour vous donner plus de facilité.
Donc cette classe-là, en gros, voilà ce qu'elle fait. Ensuite, j'ai rajouté une méthode dans cette classe-là qui s'appelle initData. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre le fichier stat exam result. Je vais vous le montrer tout de suite, hein, il est ici. Il est ici. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un fichier vers tableau. Ça, c'est une super fonction qui permet. Alors, attention, ça le fait bien parce que j'ai mappé. Vous voyez ici, j'ai utilisé l'attribut mapping. Et ici, mapping. Ça veut dire que je dis en faisant ça, ma classe CDashboard Graphs, en fait, elle est mappée directement sur le fichier stat exam result. Et chaque membre ici, en fait, se remplit en allant voir la rubrique type que vous trouvez ici. La date, elle va chercher le month number. Ensuite, on a la data value, pardon. Ça va chercher le résultat ici. La couleur de la data, ça va chercher le result color, c'est ça. Ensuite, pour la notion de visibilité, c'est ici. Donc voilà, c'est ça qui fait ensuite donc que on ouvre notre fichier et quand on utilise la fonction fichier vers tableau, ben, tout simplement, il va remplir notre objet directement. Il va donc créer un tableau de graph data et il va renseigner tout de suite les membres comme il faut parce qu'ils ont été mappés ici. Donc ça, c'est extrêmement puissant parce que là, on a juste dit ouvre le fichier et ici, c'est parcours en gros tout le fichier et remplis-moi l'objet et crée-moi un tableau d'objets, quoi. Donc c'est génial parce que ici, vous voyez que c'est un tableau de données. Donc automatiquement, notre objet pour sa structure, pour MyGraphData, ben, tout sera rempli automatiquement avec tout ce qu'il y a dans le fichier. Donc si on va voir le fichier stat exam result ici, eh bien, on voit qu'on a les données. Vous voyez, type 1, c'est pour les teachers et 2, c'est pour les students. Je l'ai mis arbitrairement, hein, bien évidemment. Ici, c'est pour les mois. Ben, donc, j'ai mis une date à chaque fois 01/01 2025, 01/02 2025. C'est pour que la donnée puisse se mettre dans le bon mois. Il y a sa couleur, elles sont toutes visibles. Et après, j'ai fait exactement la même chose pour les deux, donc pour les étudiants, avec toujours les mêmes dates, mais d'autres valeurs. Et en fait, les valeurs que j'ai vues dans l'exemple que m'a donné notre confrère. Vous voyez, pour les étudiants, ça commence, on va dire, aller à peu près à 50, 52. Ici, ça fait 57, 58. Ah ben, si on regarde ici, vous avez 50, vous voyez, ben là 55, vous voyez, ben voilà, on est dans les clous. Donc voilà la base de données. Et voilà ce que l'on fait. Donc, ici, je pense que je vous ai montré. Ah, qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, getMaxValue. Alors ça, c'est une autre méthode qui permet, lorsque vous avez... Alors, on a rempli notre MyGraphData, on est d'accord, avec le initData. Et là, en fait, je vais rechercher la valeur maximale de mon tableau. Pourquoi? C'est parce que quand vous faites un graphe, ben, vous devez connaître la valeur maximale, comme ça c'est elle que vous mettez en haut de votre tableau ici lorsque vous construisez votre axe des ordonnées et ça vous permet de savoir combien au maximum vous devez vous étirer et c'est ce qui fait qu'après vous pourrez proportionnellement afficher les autres en fonction du max. Voilà, donc ça c'est quelque chose que vous devez faire à chaque fois pour tous vos graphes. Voilà, donc on a vu donc notre fameuse méthode. Ensuite, comment ça se passe? Donc ici, qu'est-ce que l'on fait? Euh, c'est ici. Non, c'est pas. Oh là là. D'ailleurs, ça, je vais le fermer. Ça, je vais le fermer. Voilà, pour qu'on soit pas trop perturbé. Oui, mais enfin, on n'a rien changé. Oui, vas-y. Calendar, ça, faudra le faire plus tard.
Et donc ici, voilà, donc la fenêtre au point de départ, ici, qu'est-ce que je fais? Je déclare mon objet, mon graphique. Pourquoi je le déclare? C'est pour qu'il puisse être accessible partout. À chaque fois que vous créez un objet, créez-le au niveau de la déclaration globale de votre fenêtre interne ou de votre fenêtre, si vous voulez ensuite pouvoir l'utiliser dans vos champs quand vous voulez alimenter des listes, des zones répétées, etc. Il faut tout le temps déclarer votre objet au niveau le plus haut. Ensuite, ici, donc hop, on vient dessiner. Donc on a déclaré notre objet. Notre objet, donc voilà, on déclare ses membres ici, hein. Donc on dit la largeur, la hauteur de notre graphe. Ici, on lui donne son titre. Ici, le sous-titre. Et ici, on a fait l'init data. Donc on a rempli le fameux tableau My Graph Data. Ensuite, ici, nous avons... Ah oui, alors quand on fait un dessin, on crée toujours une variable de type image. Et donc, elle reprend bien évidemment... Ah, je l'ai mis au niveau arbitraire. Ok, bah, j'aurais pu reprendre tout simplement ceci et cela, hein. Et ensuite, ici, je change le mode. C'est pour que le dessin et le texte ne soient pas crénelés. Ici, je crée mes deux polices, une police pour l'axe des abscisses, une police pour l'axe des ordonnées. J'en ai créé deux parce qu'il y en a une qui est plus fine que l'autre. Et en effet, ici, vous verrez, nous, ça écrit un petit peu plus foncé, un petit peu plus gras sur cet axe-ci que sur celui-ci. Ensuite, je récupère ma valeur maximale, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et ensuite, je dessine les mois. Donc là, qu'est-ce que je fais? Ben, je me positionne où il faut, au niveau de l'axe des X. Donc je me positionne en fait ici, arbitrairement ici. Je crois que c'est à peu près 50 pixels que j'ai dû mettre en marche gauche. Oui, voilà, 50 pixels. Et puis après, ben, j'écris mon texte. Alors ça, c'est en fonction de ce que je récupère de... alors je sais que c'est un affichage qui se fait toujours sur une année, donc du mois 1 au mois 12. Et donc ici, ça me permet de récupérer donc le mois. Le mois, je le transforme en mois en lettres. Ensuite, je prends que les trois premières lettres pour avoir en janvier J-A-N. Et ensuite, je ne mets que la première lettre en majuscule, donc J majuscule et A-N en minuscule. Ensuite, je me décale constamment et toujours pareil pour que ça s'affiche bien. Ensuite, je fais à peu près la même chose au niveau de l'axe des ordonnées, mais en utilisant notre fameuse valeur max, qui me permet aussi d'avoir la hauteur max d'un histogramme. Ensuite, je dessine les histogrammes ici. Donc, les histogrammes, c'est quoi? Donc, je parcours toujours, bien évidemment, mon MyGraph Datas. MyGraph Data. Et ce sont des rectangles arrondis. Et donc, je récupère la bonne couleur, etc. Voilà, voilà. Tiens, j'aurais pu récupérer la couleur qui provient de MyData d'ailleurs. Il y a des petites choses à améliorer. Mais bon, voilà. Mais au moins, vous voyez comment j'ai fait mon graphe et mon widget. Ensuite, donc ça, c'est fini en fait. Je renvoie une image à la fin ici. C'est toujours ce que je fais quand je construis ou quand je dessine un graphe. Je renvoie toujours en fait une variable de type image. Comme ça, après, derrière, on peut en faire ce qu'on veut. Et d'ailleurs, comme je renvoie ça, eh bien, ici, je l'affecte directement à moi-même. Et moi-même, ici, c'est quoi? Ben, c'est lui qui l'appelait, c'est une image. Donc, mon image est égale à l'image que j'ai formée. Donc, ça affiche le graphe. Voilà, donc là on a vu comment faire le graphe ici. Celui-ci, alors celui-ci c'est le même principe que celui-là. Je vais aussi chercher les données. Ah ben non, je vais pas chercher les données parce que là en fait c'est 15 000 et je lui envoie arbitrairement les infos. Mais alors par contre je vous ai fait une fonction qui vous permet de dessiner ce fameux graphe circulaire. Donc lui s'appelle comment? Student. Ok, je crois que c'est celui-là. Oui, c'est celui-là. Oui, parce qu'on voit homme-femme, homme-femme, et il est ici. Et donc ici, vous avez affiché. Alors,
Donc ici, je lui envoie 72, 55, 15 000 et 5. Alors ça, c'est euh, tout simplement la valeur de la première jauge, parce qu'il y en a deux, la valeur de la deuxième. Le 72, en fait, c'est ici, parce que le 75, c'est là, hein, c'est un pourcentage, hein. Moi, je fonctionne par pourcentage avec mes graphes. Et ici, c'est donc 50, et j'ai considéré que c'était 55. Donc, c'est la valeur de ceci, et le deuxième paramètre, c'est la valeur de ceci. Donc, c'est ce qu'on a ici, 72, 55. Le 15 000, c'est ce que vous voyez ici. Et le 5, c'est quoi? Je ne me rappelle plus. Ah oui, c'est la marge. C'est-à-dire que quand vous avez ici, je décale de 5 pixels tout autour quand je crée mes cercles. Ça permet de... Parce que si vous collez tout, le champ image a tendance à grignoter un pixel sur votre graphe et donc ça fait quelque chose de moche. Donc en vous décalant, en laissant une petite marge, vous évitez ce désagrément visuel, tout simplement. Donc ensuite, on fait afficher la jauge. Alors si vous ne savez pas comment, vous ne comprenez rien, ben, c'est pas compliqué. Vous savez tout simplement que si vous voulez faire un genre de graphe comme ceci, vous allez voir, on aura le même à la fin. Parce que la question à savoir est-ce qu'on sait faire exactement ça sous WinDev, il y a plein de gens qui pensent qu'on est limité en WinDev et on ne peut pas faire ce qu'on veut. Je vais vous montrer à la fin ce qu'on sort. C'est une photocopie, quoi. C'est le copier-coller, hein, peu de choses près. Et quand c'est pas la même chose, c'est parce que je n'ai pas trouvé les icônes sur le web. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Alors, si vous voulez faire donc un graphe comme ceci, vous lancez cette fonction-là. Donc, vous la copier-coller dans votre projet à vous. Vous lui envoyez les bons paramètres en entrée. Ensuite, ici, hein, je vous passe tout le... Oh bah tiens, ça, on peut le retirer parce que je ne m'en sers pas ici. Je vous passe tout le détail des cercles que je fais. En gros, l'astuce, hein, pour vous dire, quand je dessine ici, si vous voulez savoir comment je fais, je commence par dessiner un cercle avec cette couleur-ci. Un cercle complet. Ensuite, je dessine cette portion-ci. Ensuite, je dessine le cercle blanc ici. Ensuite, je dessine le cercle plus petit ici, plein. Ensuite, je dessine la portion. Et ensuite, je dessine le cercle blanc. Normalement, ça doit être ça. Ouais, portion, cercle, ouais, dernier cercle blanc. Voilà. Et c'est exactement ce que je viens de vous dire, ce qui est fait. Vous voyez, je m'amuse à dire, je dessine un premier cercle, au-dessus une portion, après un autre cercle, après les autres cercles, une portion et un cercle. Pourquoi? Parce que dans les fonctions de dessin, la dernière qui est utilisée est celle que l'on voit en premier plan. Donc c'est comme si vous disiez j'ai des calques, et je fais un dessin avec une première fonction, et ensuite si je fais un autre dessin avec une deuxième fonction, ben, il viendra se mettre au-dessus, et ainsi de suite. Donc on empile en fait les dessins les uns sur les autres, c'est ça qu'on fait. Donc voilà ce que vous avez ici, et puis à la fin, donc on doit placer le titre, enfin, l'écriture du texte. Donc c'est la valeur et le total et la valeur. Et donc ici j'ai une combine pour centrer. Je crée un champ ici qui s'appelle mon libellé parce que sinon je ne peux pas utiliser la fonction texte largeur. Texte largeur ne peut être utilisé que sur un champ. Donc je crée une variable de type champ et je lui affecte tout ce qui va bien pour pouvoir récupérer la taille de mon texte. Et comme après j'ai la taille de mon texte ici, quand je veux le centrer, ben, je prends la largeur de mon graphe moins la largeur de mon texte divisé par 2 et ça me donne la position X. Tout simplement. Et après, je refais la même chose ici pour cet autre texte qui est écrit dans une autre police et qui est donc plus gros. Donc, je fais la largeur de mon graphe moins la largeur du texte divisé par 2 et j'ai donc le point de départ ici. C'est ce que je fais en fait ici, où je le fais une première fois ici. Oui, voilà, c'est ce que je fais en fait ici pour vraiment ce texte-là et l'écriture du titre. Je le refais encore ici, vous voyez, et à chaque fois, c'est ce que je vous dis, je divise par 2 pour avoir les positions X et Y.
Et puis quand vous créez un champ, surtout, il ne faut pas oublier de le retirer, parce que si vous lancez plusieurs fois votre fonction, si vous ne le supprimez pas, il va planter la deuxième fois, parce qu'il va vous dire, attention, ce champ existe déjà, donc je ne peux pas le recréer. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Après, toujours pareil, je renvoie une image. Donc comme je renvoie une image, je l'affecte toujours. Vous voyez, je l'affecte donc au champ appelant. Voilà, donc on a vu comment faire le petit champ double jauge. Bon, je suis sûr que vous êtes un peu impatient, vous voulez voir ce que ça donne. Allez, un petit CTRL F9. Alors, ah, il y a un truc que j'ai bougé tout à l'heure. Il m'a retiré le truc du haut. Ça, j'hallucine. Bon, vous voyez le graphe qu'on a fait ici, le deuxième que l'on a fait. Si on regarde le cahier des charges, c'est ça, quoi. C'est vraiment, on va dire, la même chose, quoi. Alors là, j'ai pas le bras arrondi, si on veut être dans le détail, mais je veux dire, voilà, on a vraiment des choses hyper similaires. Et si on regarde ici ce qui a été donné et ce qu'on a fait ici, franchement, pour moi, c'est la même chose, hein. Donc voilà, vous êtes limité en rien. Il n'y a que votre imagination qui va vous, vous êtes limité par votre propre imagination. Mais si on compare, vous voyez ici, on a fait la même chose. Euh, Ici, on a fait la même chose, quoi. Alors pour ici, pourquoi ça ne s'affiche pas? Je vais regarder. C'est vrai que tout à l'heure, il m'a dit enregistrer, j'ai dit oui. Et en fait, j'ai dû supprimer quelque chose. Alors ici, vous voyez, bon, j'ai repris même comme eux, ils avaient fait la zone de recherche. Vous voyez les icônes, voilà les personnes connectées. Alors visiblement, il y a ceci qui ne s'affiche pas. Pourquoi? Initialise, initialise. Gna. Ah, faudrait que je regarde pourquoi, mais ouais. Ok, CTRL F9. Ah oui, donc ça veut dire que il y a bien quelque chose. Il est là parce qu'on peut faire mode modif. Vous voyez ici, c'est le mode modification. Mais visiblement, dans le code, quelque chose qui ne va pas. Donc on va regarder vite fait, mais bon, si jamais je ne vois pas immédiatement, tac, 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 configuration, est-ce que 1, 3, 5, 7, oui, ça c'est bon. Les budgets désignés. Ah, est-ce que... Oui, ça c'est les valeurs. Ensuite, il fait appel au phi initialise. Ouais. Alors, phi. Là, ici, c'est donc pour la... Ouais. Phi admin. Ici. Ben, en gros, pourquoi détail, modification, ça non. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? Ah! Il y a un truc que j'ai changé que je n'avais pas fait. C'était mémoriser. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Ça peut vraiment faire des choses, des fois, un petit peu bizarres. Donc, CTRL F9. Eh oui, c'était ça. C'était la coche mémorisation. Alors, je ne sais pas ce que ça fait, pourquoi il n'a pas voulu m'afficher. Bon, voilà. Donc, ben voilà, si on regarde le cahier des charges par rapport
Et nous, ce que l'on a fait à côté, bah, franchement, on n'a pas à rougir de quoi que ce soit. On a fait... ah, ici, j'ai tout mis en majuscule, alors que là, non. C'est la seule différence, mais vous voyez, on a vraiment la même chose, quoi. Voilà, c'est vraiment kiff-kiff, Borico, hein. Donc ici, je vous ferai plus tard un calendrier, un très beau calendrier qui pourrait vous être utile. Et ici, donc, bah, vous avez, vous voyez un tableau avec des coches que on peut faire vraiment sur mesure, hein. On peut vraiment faire les coches que l'on veut, hein. Et ici, un petit effet. Ici, quand on sélectionne, c'est légèrement plus foncé, hein. Et ici, donc vraiment, c'est une. Alors ici, c'est une table. Ici, c'est une zone répétée. Et donc on a fait le plus dur, c'est télégraphe, on l'a vu. Alors la table, on peut la voir, hein, la table. Bon, la zone répétée ici, c'est juste une image, un titre, un texte, hein, donc c'est deux textes. Ici, c'est une date, et ça, c'est une option WinDev qui vous affiche le mois dernier, hier, aujourd'hui. Ça, je peux vous le montrer. Alors, hop. Alors ça, c'est le tableau, le fameux tableau. Et l'autre, donc ça, on peut le fermer. Ça, on peut le fermer. Ça aussi. Et donc, il reste le... Ah, Fistar, d'accord. C'était lequel? Admin widget. Ben, je ne sais plus. Star. Result. Ah ben c'est lui result. Voilà. Ça, c'est le tableau. Et on va regarder celui-là. Donc ici, vous voyez, c'est juste une image que j'ai utilisée pour le fond arrondi, une autre image pour afficher l'icône, une zone texte que vous voyez ici. Et ici, c'est un libdate. Et si on va voir le libdate, vous pouvez dire sous WinDev, il y a une option qui est intéressante. C'est, on dit que c'est une date. Et masque de saisie, durée relative, hier, dans 3 jours, etc. Donc c'est lui, en fonction de ce que vous lui envoyez comme date, qui va automatiquement vous mettre la bonne petite phrase, en fait. Si c'est la date comme aujourd'hui, il va vous mettre aujourd'hui. Si c'est hier, il vous mettra hier. Et après, il va vraiment s'adapter. Il peut mettre, par exemple, demain. Il peut mettre, enfin, différentes choses. C'est franchement bien fait. Tout ça sans code, hein. Alors ensuite, comment afficher cette zone répétée? Comment j'ai fait pour ça? Allez, vite fait. Donc c'est initialize budget, hein, toujours pareil. J'ai fait une requête SQL. Ça d'ailleurs, il y aura une vidéo là-dessus, comment optimiser les requêtes. Moi, j'utilise toujours des requêtes SQL. Et donc, je vais voir un fichier que j'ai appelé nouvelle. Donc, nouvelle ici, on le trouve. Et puis, vous voyez, j'ai mis tout simplement tout ce qui va bien, le titre, le texte, les dates, les couleurs, les icônes, et voilà quoi. Et en gros, je parcours et je fais juste une seule chose, c'est que je les trie par ordre décroissant, de la plus récente à la plus ancienne. C'est ça que vous voyez dans ma requête ici. Je dis sélectionne-moi tout ce qui va bien dans le fichier nouvelle, où il faut qu'il y ait le flag NVL visible à 1. Ça tombe bien, ils sont tous visibles dans mon fichier. Et ici, vous voyez, je fais order by, donc c'est on trie par la date, ici. Et desk, ça veut dire décroissant, donc de la plus grande, de la plus récente à la moins récente. Si j'avais voulu l'inverse, j'aurais mis ASC ici pour ask, pour ascendant. Voilà. Ensuite, donc, pour remplir au début, je dis que ma zone répétée, la vide complètement, j'exécute ma requête, et pour chaque donc enregistrement que je récupère, ben, je rajoute une occurrence de ma zone répétée, et j'envoie les informations dans les bons attributs de ma zone répétée. Et c'est tout. Rien de compliqué. Alors ici, si on regarde la zone répétée, en fait, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous avez l'IMG icône, le lib titre, le lib texte et le lib date.
Et comme j'affecte dans le code à des attributs, en fait, vous devez créer ici des attributs. Ici, je crée l'attribut ID, ça c'est pour le mémoriser, mais je ne l'affiche pas. Et ici, quand j'alimente l'attribut titre, eh ben, il est associé au champ libtitre et c'est sa valeur à libtitre qui sera affectée par la valeur de l'attribut. Donc ici, le libellé texte, la valeur du libellé texte sera influencée par la valeur de l'attribut texte. Et donc voilà, j'ai fait ça pour l'icône, pour l'image de fond de l'icône et pour la date. CQFD, on a tout qui est là. Ici, j'ai pas mis de code hein, parce que c'est juste pour montrer qu'on pouvait faire des dashboards. J'ai pas cherché à faire le code pour que tout soit fonctionnel. Il fallait que ça soit propre et montrer en fait que l'on pouvait faire ce que l'on veut. Après, c'est à vous d'imaginer vos propres widgets. C'est à vous de mettre le code qui va bien dans vos widgets en fonction de ce que vous voulez afficher, etc. Donc ça, moi, je ne peux pas le savoir. Ensuite, ici, c'est une table. La table, c'est tout à fait pareil, hein, la table, donc ici, c'est toujours initialize widget, hein. Et là, je fais une requête sur un autre fichier qui s'appelle étudiant. Et là, je trie d'après leur nom de famille. Et donc, j'efface la table. Et ici, la table, en fonction de chaque enregistrement de ma requête, ben, je viens aussi l'alimenter. Et vous voyez la coche au point de départ, pour avoir l'astuce de ma coche vraiment designée, c'est au niveau de la conception de la table. Au niveau de la conception de la table, si je vais ici dans la description, j'ai une coche qui ne se voit pas, qui est une colonne de type coche classique interrupteur, et j'ai une colonne coche mais image, et elle affiche qu'une image. Et en gros, qu'est-ce que je dis? Quand cette colonne-ci est égale à 1, ben, tu affiches l'image qui correspond à une coche cochée. Et quand ici, la colle coche est égale à 0, ben alors tu affiches une autre image qui correspond à une coche non cochée. L'astuce est là. Alors, comment on fait aussi? C'est ici. Alors, on pourrait se dire, tiens, pourquoi il n'a pas mis le code dans la colonne coche? Parce que en gros, quand on n'a pas accès à la colle coche au point de départ, celle qui est une colonne de type interrupteur, on n'a accès qu'à la colonne colle coche image. Donc c'est-à-dire qu'on ne clique que dans une colonne qui est représentée par une image. Il faut pouvoir influencer celle qui est un interrupteur, mais qu'on ne voit pas. Comment on fait? Alors, je ne mets pas mon code d'événement de clic au niveau de la colonne. Pourquoi? Parce qu'il y a un truc qui se passe souvent sous WinDev, vous avez ça aussi pour les zones répétées. Au point de départ, quand vous cliquez sur une ligne d'une table, ben, il sélectionne la ligne et ensuite vous devez recliquer une deuxième fois pour qu'il coche ou décoche la coche que vous avez dans votre colonne. Donc ça vous oblige à cliquer plusieurs fois. Et si vous changez de ligne, vous devez encore recommencer. Donc souvent, ça veut dire qu'il faut que vous fassiez des doubles clics à chaque fois. Et même des fois, il faut en faire 3 pour pouvoir cocher ou décocher une ligne. C'est complètement nul. Donc comment résoudre ce problème-là avec cette astuce-là qui consiste à dire je ne mets pas le code au niveau de la colonne, je crée un événement qui s'appelle bouton gauche relâché, qui s'exécute au niveau de la table, plus au niveau de la colonne de la table, mais au niveau de la table. Et quand vous appuyez sur votre bouton gauche et que vous le relâchez, à ce moment-là, je cherche à savoir où est la position de votre souris en termes de X et de Y par rapport à votre champ table. Et donc, j'en déduis deux choses. C'est la ligne dans laquelle vous êtes ici, parce que la table info XY ici, je lui demande de me retourner le numéro de ligne et je lui demande de me retourner le nom de la colonne. Ça veut dire que je suis capable de savoir quand vous cliquez à un endroit sur votre table, de savoir exactement sur quelle ligne vous êtes et sur quelle colonne. Et donc ici, je fais un test. Déjà, est-ce que vous avez sélectionné une ligne? Donc il faut que le rang soit supérieur à 0. Et ensuite, est-ce que vous êtes bien dans la colle coche IMG?
Ah oui, parce que c'est là que c'est important. Et donc ensuite, je cherche à savoir si la colonne qui est cachée ici, elle était au moment de votre clic égale à 0 ou non. Ben, si elle était égale à 0 et que vous avez cliqué, ben, il faut donc la passer à 1. Et donc, il faut que je mette une image où la coche est cochée. Alors, j'ai créé deux fichiers format JPEG, qui permettent d'afficher une colonne, une coche designée comme je veux, et qui affiche une belle coche cochée ou une coche comme ceci, avec le tour. Voilà, voyez. Et donc, c'est comme ça que j'utilise. Et alors là, comme vous voyez, je n'ai pas besoin d'être dans la ligne, de sélectionner. Ici, vous voyez, je sélectionne la ligne. Si j'avais mis le code au niveau de la colonne, la première fois que j'aurais cliqué, ici, ça n'aurait pas coché, ça aurait fait ceci. Ça aurait sélectionné la ligne. Ensuite, il aurait fallu que je clique une deuxième fois pour que ça fasse ça. Une fois qu'on est dedans, oui, vous pouvez le faire facilement. Par contre, si j'avais changé de ligne, par exemple, j'aurais voulu cocher la dernière ligne, même en cliquant directement dans la colonne, il m'aurait d'abord sélectionné la ligne et ensuite il l'aurait fait. Tandis que là, vous voyez, c'est direct, j'ai pas besoin de cocher, de cliquer plusieurs fois, ça se fait immédiatement. Donc ça, c'est de l'UX, c'est beaucoup mieux. Là, on a optimisé en fait l'utilisation de notre table. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Écoutez, je crois que cette vidéo est pas mal. Donc, n'hésitez pas, si vous aimez mes vidéos, à tout simplement vous abonner, hein, de laisser un petit commentaire. Alors moi, ce que je vais faire, surtout, euh, je vais vous laisser le projet complet en 2024 et je vais vous donner le maximum de code, en format texte uniquement pour les versions antérieures. Hein, donc pour tout ce qui est classe, tout ce qui est les codes comme on a vu, ça vous les aurez. Donc là, il faudra me laisser un petit temps. Vous allez avoir immédiatement le lien pour récupérer le projet au format WinDev 2024. Et après, il y aura un deuxième lien pour avoir donc le code au format texte uniquement. Mais ça sera un petit peu plus tard. Donc, revenez voir la vidéo, voir si la description est mise à jour. Au début, vous verrez le premier lien. Et sur le deuxième, je mettrai le lien bientôt disponible. Et après, vous verrez vraiment le lien. Et donc là, vous pourrez télécharger vraiment ce qui vous intéresse en fonction de votre version de WinDev. Si jamais vous êtes en 2025 ou 2026, bon là, vous prenez directement le projet 2024. Si vous êtes en version antérieure, il faudra attendre un petit peu. Laissez-moi 24 heures et ça devrait être bon. Voilà, voilà, je pense que tout est dit. Prenez soin de vous, donc abonnez-vous, laissez un petit pouce, etc. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.